garder de la rancœur à tout prix, c'est comme boire du poison en espérant que ce soit l'autre personne qui en meurt. Cette cruauté de la vengeance, ce poison qu'il distille aux autres mais qui le tue lui-même. Vouloir se venger, c'est comme boire du poison et espérer que ce soit l'autre personne qui en meurt. Lui, il va s'empoisonner. Il veut être Dieu, il devient en fait le diable. La vengeance est un poison. En tout cas, c'est la morale que nous délivre le Comte de Monte Cristo 2024. Dans le film, après avoir assouvi sa vengeance, le Comte de Monte Cristo en ressort aigri. Il ne pardonne pas, il perd l'amour de sa vie, il perd ce qu'il considérait comme ses enfants, et repart seul comme un con. Pourtant, dans l'œuvre originale, Monte Cristo sort largement vainqueur de sa vengeance. Il pardonne, il sauve ceux qu'il considérait comme ses enfants, et il entame même une relation amoureuse avec une femme qu'il positionne au même niveau que son premier amour. Mais alors, laquelle de ces histoires sonne la plus juste? La vengeance est-elle vraiment un poison, ou peut-elle être juste, jouissive et salutaire? Je sors du film Le Comte de Monte Cristo. Bon spectacle, excellents acteurs, ça ressemble à ce livre que j'aime tant. Mais pourquoi diable avoir changé les personnages, leurs racines, leur histoire et avoir inventé cette fin bien pensante et contournée? Quant au rythme, il faiblit un peu, il me semble, sur la fin, comme si le film ne parvenait plus à atteindre l'intensité d'un paroxysme atteint un peu trop tôt. De nombreuses critiques de films, dont l'excellent Captain Popcorn, trouvent la fin du film un peu molle. Jérémy Partel de GQ Magazine écrit carrément que le film aurait dû faire 15 minutes de moins. Pourtant, dans les faits, il se passe plein de choses à la fin du Comte de Monte Cristo 2024. Un duel au pistolet, un duel à l'épée, la lettre d'adieu du comte à l'amour de sa vie. Mais, dans le fond, les critiques ont raison. La fin du film n'a plus grand intérêt dès l'instant même où la vengeance du comte est officiellement présentée comme un poison. Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je vous la fais courte. Edmond Dantès, un jeune marin, est fou amoureux de sa fiancée, Mercedes, et réciproquement. Mais le jour de leur mariage, il est accusé à tort d'avoir trahi le roi par 3 conspirateurs, Fernand, Danglars et De Villefort. Emprisonné au château d'If, il rencontre l'abbé Faria, un autre prisonnier, qui lui révèle l'existence d'un trésor caché sur l'île de Monte Cristo. Après 14 ans, Dantès s'évade, récupère le trésor et devient immensément riche. Il entreprend alors de retourner en France pour se venger incognito en adoptant l'identité du comte de Monte Cristo. Pour l'aider dans sa quête de vengeance, il recrute 2 jeunes gens. L'instable Benedetto, le fils caché de Villefort, que De Villefort pensait avoir tué à la naissance. Et il y a aussi la belle Haydée, dont le père a été trahi puis assassiné par Fernand. Bref, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. À leur arrivée en France, ils découvrent que les manigances de nos 3 méchants leur ont bien profité. Danglars a fait fortune, De Villefort est devenu procureur général, et Fernand, anobli comte de Morcerf, s'est marié avec Mercedes, l'ancienne fiancée de Dantès, et ils ont un fils. Devant cette injustice, en tant que spectateur, on n'a qu'une seule envie, c'est de voir le comte de Monte Cristo leur en faire voir de toutes les couleurs. Et c'est ce qui va se passer tout au long du film. Monte Cristo et ses 2 acolytes exécutent avec précision les stratagèmes vengeurs du comte, avec un point culminant quand Benedetto révèle publiquement qu'il est en réalité le fils caché de Villefort et qu'il a essayé de le tuer à la naissance. À ce moment-là, le masque de Villefort tombe et en un instant, sa vie est ruinée. Mais pour Benedetto, ce n'est pas assez. Il rattrape De Villefort qui essaye de prendre la fuite et succombe à une pulsion meurtrière. Les gardes répliquent et Benedetto meurt. C'est à ce moment-là qu'Haydée tombe sur le comte de Monte Cristo en lui attribuant l'entière responsabilité de ce qui vient de se passer. Vous lui avez enseigné que la haine, c'est vous qui avez mis cette dague dans sa main. La leçon de morale est limpide. La vengeance, c'est mal, et ça n'attise que la haine. Et donc à partir de ce moment-là, en tant que spectateur, on sait plus trop sur quel pied danser. On a pris plaisir pendant plus de 2 heures à voir la construction de cette vengeance méticuleuse et salvatrice, mais à 20 minutes de la fin, on nous dit que en fait, la vengeance, c'est pas bien. Notre héros se retrouve alors bloqué. S'il continue sa vengeance, il perd son statut de héros, il perd l'approbation de ses proches, mais s'il ne se venge pas, il laisse triompher l'injustice. Donc quoi qu'il fasse, il ressortira perdant. Et c'est pour ça qu'en tant que spectateur, la fin peut sembler longue, voire carrément frustrante.
L'erreur ici, c'est d'avoir attribué à tort la responsabilité du pétage de câble de Benedetto au comte. Chaque année, entre 10 et 52 personnes sont tuées lors d'une intervention de police. Parmi ces tués, il y a des coupables, mais aussi des innocents. Est-ce que pour autant ça veut dire que les interventions de police sont mauvaises ou sont le mal? Bien sûr que non, parce que sans ces interventions, les criminels resteraient en liberté et au final il y aurait plus de victimes. Quand un policier panique et tire sur quelqu'un, la faute est attribuable aux policiers et pas aux interventions de police. Dans le cas du meurtre de Villefort par son fils Benedetto, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas le comte qu'il faut blâmer, mais plutôt l'instabilité d'une personne traumatisée qui n'a finalement pas grand chose à voir avec la vengeance. Sans cet acte impulsif, la vengeance du comte était juste, intègre, parce qu'elle se contentait de remettre un pourri à sa juste place sans porter préjudice à personne d'autre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une telle situation d'injustice, seul cet état d'esprit vengeur, seuls des stratagèmes comme ceux utilisés par le comte de Monte Cristo sont capables de rétablir la justice. Qu'est-ce qui serait passé si Dantès était simplement allé voir la police en leur expliquant qu'il a été victime d'un complot? Eh bien, il serait retourné illico presto au château d'If, parce que Danglars, de Morcerf et de Villefort se seraient protégés les uns les autres, ils l'auraient accusé à leur tour d'être un conspirationniste, exactement comme ça s'est passé 14 ans plus tôt. Mais il y a bien un côté obscur dans la vengeance. Et si le film se trompe en lui attribuant à tort l'erreur de Benedetto, le livre, lui, délivre une vision de la vengeance beaucoup plus cohérente. Dans le livre, la vengeance du comte est impitoyable. De Morcerf voit toutes ses trahisons et toute sa vie d'imposture révélées au grand jour, Mercédès et leur fils le fuient, alors il met fin à ses jours. Pour Danglars, il ne fait pas faillite sur une simple opération, ce serait beaucoup trop facile. À la place, Monte Cristo le laisse espérer un enrichissement à chaque étape de sa longue agonie financière, et à la fin, il le fait enfermer dans une cellule et le contraint d'acheter sa nourriture à des prix exorbitants. 100 000 francs pour un poulet, 25 000 francs pour un pain, jusqu'à un épuisement total de ses comptes en banque. Pour De Villefort, son masque tombe de la même manière que dans le film. Mais cette fois, Benedetto ne le tue pas. Et malheureusement pour De Villefort, puisqu'à son retour à son foyer, sa femme s'est suicidée, mais avant, elle a tué leur propre fils. Quand Monte Cristo découvre la mort de cet innocent, il déclare au chapitre 111 que c'en est assez. Monte Cristo prend conscience qu'il outrepasse son droit à la vengeance et ajuste ses actions en conséquence. Il fonce retrouver Danglars dans sa cellule, il lui pardonne et le libère avant qu'il ne crève de faim. Dans le film, Haydée fait la morale au comte et l'accuse d'être responsable des dommages collatéraux de sa vengeance. Dans l'œuvre originale, Haydée valide sa vengeance, elle admire la noblesse de l'acte de se faire justice par soi-même, elle admire sa transformation vengeresse, parce que le comte devient de plus en plus puissant, de plus en plus stratège et de plus en plus sage, au point qu'à la fin, elle éprouve pour lui un amour sincère et inconditionnel que Monte Cristo place au même niveau que Mercédès. Haydée le voit non seulement comme son protecteur, mais aussi comme l'homme qu'elle désire aimer et soutenir pour le reste de sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut expliquer la différence de contexte entre 1844, la date de parution du livre, et notre monde d'aujourd'hui. En 1844, on pouvait provoquer les gens en duel à mort. Punir personnellement ceux qui nous avaient trahis était valorisé socialement. Aujourd'hui, peu importe ce qu'on vous fait, la vengeance personnelle est toujours perçue comme moralement mauvaise. Et c'est d'ailleurs pour ça que le film s'écarte de l'œuvre originale à la toute fin. Imaginez un film d'aujourd'hui qui valorise un homme qui en pousse d'autres à se suicider, ça passerait mal. Imaginez un film d'aujourd'hui qui valorise une jeune femme qui se soumet et qui tombe amoureuse de son donneur d'ordre de 20 ans de plus, ça passerait mal. Mais alors, plutôt que d'attribuer à tort l'erreur de Benedetto au comte, et plus globalement au concept de vengeance, le film n'aurait-il pas pu nous offrir une fin plus cohérente ? Le film aurait pu respecter la trame de l'œuvre originale. Si elle a traversé les siècles et les frontières en étant adaptée une bonne 50aine de fois sur tous les supports, c'est pas pour rien. Je devrais pas être ici, c'est un coup monté. D'ailleurs, il y a bien une œuvre, une série qui a déjà transposé l'archétype du comte de Monte Cristo dans notre monde moderne. Cette série, c'est House of Cards. Underwood se fait trahir dès les premières minutes et, à la manière du comte de Monte Cristo, il va faire tomber un par un tous ses conspirateurs, quoi qu'il en coûte. I know what I have to do. Good. We'll have a lot of nights like this. Making plans.
very little sleep. I expected that. It doesn't worry me. Cette série est captivante parce qu'elle montre avec un réalisme profond les limites de la justice personnelle dans notre monde moderne. Un état d'esprit vengeur et la manipulation des apparences permettent certes une ascension, mais elle est aussi fragile qu'un château de cartes. Être président ne suffit plus à obtenir notre respect et notre obéissance. Il faut les mériter. Donc, un leader aujourd'hui qui est un requin, je pense qu'il aura de nombreux problèmes dans le monde actuel. Il pourra aller assez loin, mais il finira par énerver beaucoup de monde et par créer du ressentiment. Un Monte Cristo à la Underwood aurait été respectueux de l'œuvre originale, mais en déséquation totale avec nos mœurs actuelles. Comme Underwood, Dantes aurait fatalement glissé de personnages héroïques à personnages machiavéliques. The road to power is paved with hypocrisy and casualties. Never regret. Ce qui motive la vengeance, c'est le sentiment d'injustice envers soi-même. On prend pour personnel la trahison, alors on veut se venger. Mais pour Fernand, Danglars et de Villefort, leur trahison n'a rien à voir avec Dantès dans le fond. La jalousie, l'envie, la peur, ce sont des insécurités insupportables et à un certain degré, les êtres humains sont prêts à tout pour s'en détacher. Trahir un inconnu, trahir un collègue, trahir un ami et même un frère. Imaginez que les scénaristes du film aient ajouté Benjamin, le petit frère de Dantès. Il lui ressemble en tout point. Il est gentil, courageux, intègre et innocent. Au moment où Edmond se fait trahir, Benjamin tente de s'interposer. 14 ans plus tard, quand Monte Cristo revient incognito, Benjamin est toujours à sa recherche. Mais quelque chose dérange Monte Cristo. Il s'aperçoit que Mercedes éprouve plus qu'une simple affection envers Benjamin. Il ressemble tant à son Edmond que Mercedes projette son amour d'Edmond sur Benjamin. Cet amour fait naître un sentiment de jalousie intense et insupportable au comte de Monte Cristo. Si bien que quand il assouvit sa première vengeance contre Danglars, il s'arrange avec de Villefort pour faire porter le chapeau à Benjamin. Benjamin qui se retrouve emprisonné au château d'If dans la même cellule qu'était Edmond Dantès. Monte Cristo prend alors conscience qu'il a agi exactement comme Fernand 14 ans plus tôt. Il comprend que succomber à la jalousie, à l'envie ou à la peur n'est pas réservé à une catégorie de personnes qu'on appelle les méchants, mais qu'au contraire, c'est un comportement universel qui découle directement de notre nature humaine. Fort de cette nouvelle vision du monde, Monte Cristo pardonne à ses conspirateurs et en fait ses meilleurs alliés. Si cette fin vous paraît incohérente voire utopique, détrompez-vous. Parce que c'est exactement la stratégie qu'a adoptée Zhao Qianjun en 1959 quand il est devenu empereur de Chine. Après la chute de la dynastie des Han en 222, la Chine a connu des siècles de coups d'État. À chaque fois, c'était la même chose, un groupe de conspirateurs plus ou moins proches de l'empereur complotait contre lui pour le renverser et mettre à sa place leur plus puissant général sur le trône du dragon. Quand ce fut le tour de Zhao de monter sur le trône, il changea la donne en choisissant une voie plus subtile. Plutôt que de garder auprès de lui ses amis qui l'avaient aidé à prendre le pouvoir, il leur a offert un château et des titres bien loin de sa cour. Cette démarche contre-intuitive avait pour but de prévenir les trahisons à la Fernand ou à la Danglars, celle des jaloux et des envieux, qui étaient à la base des dizaines de conspirations précédentes depuis 222. Quant à ses ennemis qui lui avaient causé du tort, il les invita à sa cour pour un banquet. Les ennemis étaient méfiants, et quand les portes se sont refermées derrière eux, ils pensaient que c'était la fin. Mais Zhao ne les a pas exterminés. Au contraire, il leur a offert des positions de pouvoir et des titres honorifiques pour s'assurer ainsi un niveau de loyauté inatteignable autrement. Grâce à cette stratégie, Zhao a posé les bases d'une dynastie qui a connu 300 ans de paix. Si la vengeance est un poison, ce n'est pas parce qu'elle consume de l'intérieur. C'est surtout parce qu'elle empêche une revanche intègre et socialement valorisée. Reprendre le dessus sans punir ses adversaires et même en leur pardonnant est une démonstration de puissance, de maîtrise et de contrôle qui inspire confiance et admiration.
Il y a quelques années, je me suis retrouvé moi-même dans ce rôle de ces personnes déchues de leur position à tort. J'ai dû repartir presque de zéro sur le plan familial, amical et professionnel. Mais à force de travail, j'ai fini par trouver ma place et trouver un cap qui a donné tout son sens à mon passé que je trouvais injuste. Et pour ceux qui traverseraient une situation similaire, j'ai créé pour vous les 7 lois de la revanche. C'est une méthode sur 7 jours qui vous dira précisément quelles actions mettre en place pour retrouver une vie qui a du sens quand on a été malmené à tort. C'est 100% gratuit et dispo sur 7lois.fr et devinez quoi, la première loi c'est ne vous vengez jamais.